Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de ce deuxième épisode de la saison, la rentrée scolaire. Plus de 8 millions d'élèves, collégiens et lycéens ont retrouvé le chemin des classes hier lundi. Des nouveautés cette année dans le sillage de la nouvelle feuille de route élaborée par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la vision stratégique 2015-2030. Parmi les nouveautés qui attendent les élèves, d'abord des nouveautés linguistiques avec l'obligation de l'apprentissage de l'anglais pour les collégiens en première année. L'objectif étant de généraliser la pratique d'ici 2 ans pour les élèves donc, du cycle collégial. Et qu'en 2027, l'anglais s'invite aussi dans certaines matières scientifiques et techniques du lycée marocain, bien sûr public. Progressivité pour la langue amazigh également, avec l'objectif ambitieux d'atteindre 100% de couverture d'ici à 2030. Mais une question centrale s'impose. Les ressources qui dispenseront ces matières sont-elles en nombre suffisant et sont-elles suffisamment qualifiées? Car cette question se dresse aussi devant l'autre grande nouveauté de cette rentrée scolaire, celle des écoles pionnières. 322 000 élèves concernés dans un premier temps, pour lesquels 10 700 enseignants et 158 inspecteurs pédagogiques sont d'ores et déjà mobilisés. Et ce modèle est appelé à terme à s'étendre à la majorité des écoles primaires publiques. Sans oublier en tout cas ce qu'on appelle du côté de la tutelle, le special care. Entendez une attention particulière pour les infrastructures, la sécurité, l'hygiène, les équipements et le matériel didactique. Une feuille de route donc, et ça se voit, très ambitieuse. La réforme de la dernière chance, si on peut l'appeler ainsi, pour sauver l'avenir de l'école publique marocaine. Une école où à ce jour, 70% des élèves du primaire ne savent pas lire un texte en français composé d'à peine 15 mots, où un collégien sur 2 décroche avant la fin du cycle du collège. Et l'urgence est là, car le Maroc vaudra demain ce que vaut son école aujourd'hui, pour reprendre cette analogie d'un certain Émile Zola, que nous avons étudié d'ailleurs dans notre cycle primaire. Et j'accueille pour représenter la tutelle ce soir sur le plateau de questions d'actu l'inspecteur général des affaires pédagogiques au sein du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Fouad Chafiqi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci. J'ai également le plaisir d'accueillir le président de l'Association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement, communément appelé AMAKEN. Donc il représente la société civile, Abnasser Naji. Bonsoir et bienvenue à vous également sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Autre partie qui représente aussi la société civile à travers la Fédération des parents d'élèves. Il en est le vice-président, président du secteur de Fès de cette fédération. Il est avec nous depuis la ville justement de Fès par Zoom. Benarzouk Mohamed, bonsoir et merci à vous aussi de vous joindre à nous. Bonsoir madame, merci pour vous et merci pour les invités qui s'en occupent avec bien sûr de l'audience. Marhaba. Il est observateur, justement, il suit de très près cette question de l'enseignement. Il est consultant international, également prof universitaire. Il a Atil, bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau de questions d'actu. Bonsoir Khadija, merci de m'inviter. Alors bien évidemment, ma première question va s'adresser à Fouad Chafiqi en tant qu'inspecteur général des affaires pédagogiques au sein du ministère. Qu'attendez-vous à travers toutes ces nouveautés Chafiqi? Merci pour cette question. Je pense que cette rentrée scolaire, qui est la deuxième vraie rentrée scolaire pour ce gouvernement et pour le ministre actuel, c'est une rentrée scolaire qui concrétise en quelque sorte un idéal qui est exprimé dans la vision stratégique et essentiellement dans la loi cadre 51-17, la loi qui a été érigée pour accompagner l'évolution de notre système éducatif et de formation et de recherche. Elle en est où cette loi cadre d'ailleurs? Il est en application, donc tout dont on va parler aujourd'hui fait partie de la loi cadre, ou comme des applications de ce qui est préconisé par la loi cadre. Bien sûr, dans cette loi cadre, dans son préambule, il stipule que le Maroc doit connaître une école nouvelle.
une école nouvelle, c'est-à-dire une école en rupture avec l'école qui a sévi jusqu'à maintenant et qui a donné ses résultats pendant les années 70, mais qui est arrivée à ses limites aujourd'hui. Bien sûr, la loi n'a pas pour mission de nous dire c'est quoi cette école nouvelle et comment doit-on arriver à cette école nouvelle. Donc, pour comprendre la rentrée scolaire 2023-2024, il faut savoir que depuis 2019, depuis la promulgation de la loi cadre, un certain nombre d'expérimentations ont été tentées par le ministère de tutelle. D'ailleurs, pour les autres départements ministériels qui travaillent également sur la formation et la recherche, c'était la même chose. Et depuis octobre 2021, un certain nombre d'expérimentations ont été mises en place, mais de manière séparée, pour pouvoir prouver la capacité de ces expérimentations de produire des transformations. Mais bien sûr, ce n'est pas l'école nouvelle dont on parle, c'est des morceaux, des segments de cette école moderne ou de cette nouvelle école dont on parle. Après un certain nombre d'expérimentations, le moment est venu. D'ailleurs, l'année dernière, on ne parlait pas d'école pionnière, on parlait d'expérimentation pédagogique. Cette année, on a voulu mettre dans un établissement scolaire, dans un seul établissement scolaire, l'ensemble de ces expérimentations pour voir si on arrive à amplifier le résultat en travaillant sur le pédagogique, en travaillant sur la structure de l'établissement, en travaillant sur le projet de l'établissement, en motivant les enseignants, en formant les enseignants. Donc, un certain nombre d'ingrédients sur lesquels on a travaillé séparément et qu'on met aujourd'hui dans le même creuset, dans ces établissements pionniers, pour voir est-ce que, avec ce qu'on est en train de faire, on est en train de construire un modèle pour l'école marocaine nouvelle qui doit être, bien sûr, si les résultats sont là, doit être généralisé à l'ensemble. Quels sont ces résultats? C'est-à-dire, c'était ça l'objet de ma question. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous de l'élève? Qu'attendez-vous de l'enseignant? Et qu'attendez-vous, finalement, de cette école? Pionnière ou pas, mais en tout cas de cette école marocaine lambda. Je pense que dans la feuille de route du ministère actuel, les choses sont claires. La première chose, il faudra que l'enfant, au niveau du primaire, acquiert les compétences de base. Bien sûr, on sait que lire, écrire, compter, c'est fondamental, mais penser également, vivre avec les autres, ce sont des choses aussi fondamentales que lire, écrire et compter. Donc ça, c'est un premier objectif. Deuxième objectif, il faudra que ces enfants soient des enfants épanouis. Il n'y a pas que les études, il y a les études, mais il y a toutes les autres activités qui doivent meubler le temps scolaire, un tiers temps au niveau du temps scolaire pour former des futurs citoyens qui sont accomplis. Et on retrouve cela dans cette rentrée. Tout à fait. Dans les établissements qui sont concernés par l'ensemble du package. Il y a des établissements qui sont concernés par 1, 2, 3 actions, mais l'ensemble des actions, ils sont mis en œuvre totalement et globalement dans ces établissements. Combien d'établissements parlons-nous? Aujourd'hui, pour cette rentrée, c'est environ 628 établissements. Ce sont les 320 000 élèves que j'évoquais un peu plus tôt dans lesquels il y a 300 000 élèves. 600 établissements, 628, sur 12 100 et quelques établissements publics que nous avons. Troisième objectif, c'est qu'il n'y ait plus de déperdition scolaire. Il faudra que les enfants qui ont 4 ans suivent leur scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, avec réussite. Donc, ce sont 3 objectifs qui sont très faciles à retenir. Maîtriser les compétences de base, s'épanouir et terminer l'enseignement scolaire obligatoire avec réussite. Très bien. Nous allons revenir bien sûr en détail sur comment atteindre ces objectifs et comment cette rentrée, qui est censée être, n'est-ce pas, le premier pas vers l'atteinte de ces objectifs. Je voudrais faire réagir Abnasser Naji sur est-ce que vous, en tant que société civile, vous palpez vraiment le changement à travers les nouveautés déjà actives pour cette rentrée scolaire? Et là, je ne parle pas des écoles pionnières, mais je parle de manière beaucoup plus généralisée. Bon, c'est difficile de palper les changements aujourd'hui parce que, comme l'a dit M. Chafiqi, nous sommes au stade de l'expérimentation. Dans quelques établissements, les élèves qui sont concernés sont peu. La même chose pour les enseignants. Donc on ne peut pas parler aujourd'hui de changement. C'est un changement en perspective. Ce qu'on peut juger aujourd'hui, c'est la conception. Nous sommes en phase de conception de la mise en œuvre. Alors dans cette phase de conception de la mise en œuvre,
Il faut d'abord parler de la pertinence de cette conception. Pertinence de la conception par rapport à la vision qui est le cadre de référence de cette réforme, et aussi la loi cadre qui est le cadre légal de cette réforme. Moi, je ne suis pas d'accord qu'aujourd'hui le ministère est en phase de s'adapter ou bien de se conformer à la loi cadre. La loi cadre, pour se conformer à la loi cadre, il y a la nécessité d'abord de transformer la loi cadre en des lois, en des textes. D'abord des textes législatifs, des textes d'application, etc. D'où ma question, où est cette loi tout à l'heure? Aujourd'hui, il n'y a pas de choses faites à ce niveau. Il y a juste des propositions qui ont été faites et présentées au Conseil d'éducation, de formation, de recherche scientifique pour donner son avis. D'ailleurs, il a donné son avis sur la loi sur l'enseignement scolaire, aussi sur le décret de l'orientation, et c'était des avis qui étaient... Ils avaient mis en question cette réforme de l'enseignement scolaire à travers la loi qui était très, très concentrée sur des particularités et n'était pas une loi globale qui visait la transformation globale de l'école marocaine. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas procéder par des révisions qui sont des révisions parcellaires. Il faut passer par une révision, une transformation globale de l'école à travers la mise en place de dispositifs qui ont pour objectif de changer radicalement l'école marocaine parce qu'il faut la changer. Oui, mais c'est un peu ce qu'a expliqué Chafiqi. Là, bien sûr, je vais vous donner la parole tout à l'heure, mais moi, si vous pouviez nous rapprocher davantage, qu'est-ce qu'une vision peut-être globale et versus une vision qui s'attaque à chaque problème comme on le voit maintenant, c'est-à-dire commencer par peut-être des écoles pionnières, puis peut-être généraliser l'enseignement de l'anglais, etc. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que ça ferait la faiblesse de cette réforme-là, de cette feuille de route, qu'elle ne soit pas plutôt élargie et qu'elle englobe plusieurs problématiques en même temps? Moi, je pense que la vision du ministère, c'est une vision qui va dans le sens de s'attaquer aux priorités. Les priorités qui sont considérées comme priorités pour le ministère. Alors, pour s'attaquer à ces priorités, il s'est focalisé sur 3 objectifs, comme l'a dit tout à l'heure Chafiqi. Ces 3 objectifs ne sont pas des objectifs qui englobent toute la réforme du système éducatif aujourd'hui. Parce que le système éducatif tel qu'il est conçu par la vision, c'est un système éducatif global qui concerne toutes les composantes du système éducatif. Aujourd'hui, on se focalise seulement sur 3 objectifs. D'ailleurs, le premier objectif de l'apprentissage, il est focalisé uniquement sur le primaire. Alors que le ministère, c'est un ministère pas seulement du primaire, c'est le ministère de l'enseignement secondaire. Donc, il devrait, à mon avis, fixer un objectif global concernant l'apprentissage, pas seulement pour le primaire. Est-ce qu'on a les outils? Est-ce qu'on a les ressources surtout? Est-ce qu'on a les ressources pour s'attaquer aux 3 niveaux, le primaire, le collège et le lycée? Vous pensez, vous qui êtes vraiment... vous êtes un homme du terrain, vous avez la connaissance de ce qu'est aujourd'hui l'école, le collège et le lycée marocain. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est réalisable? C'est réalisable, d'autant plus que le ministère, dans la feuille de route, il y a un décalage entre les objectifs et les moyens et les dispositifs. Dans l'objectif, on parle de l'apprentissage dans le primaire, mais dans les moyens et les dispositifs, on parle aussi du secondaire. On parle également de l'établissement scolaire secondaire. On parle de la réforme des curricula dans le secondaire, dans le collégial. Donc déjà, dans la vision du ministère, il voulait s'attaquer au secondaire. Mais dans l'objectif normalement, c'est l'objectif qui
qui prédispose toute la réforme. C'est l'objectif qui guide les moyens et pas l'inverse. Aujourd'hui, nous avons dans les objectifs, on s'est focalisé sur 3 objectifs, mais dans les moyens, on s'est étalé sur tout le système éducatif. Alors, si on revient aux nouveautés, alors les nouveautés qui ont été présentées aujourd'hui par Monsieur le ministère de l'Éducation, on peut déjà dire un point positif, c'est que ces nouveautés, elles se focalisent sur des priorités qui concernent l'élève, l'établissement scolaire et l'enseignant. Déjà, si on arrive à réussir à ce niveau, on peut déjà dire qu'on aura franchi un pas très considérable dans la réforme de notre système éducatif, quitte à se focaliser uniquement sur le primaire. Le primaire, c'est très important si on arrive à faire changer les choses dans le primaire. Très bien. Mais dans le primaire, on parle seulement d'écoles pionnières parce que tout le dispositif, il ne concerne uniquement que les écoles pionnières, qui représentent seulement 7% des écoles du primaire. C'est comme si le ministère nous dit que d'ici l'année prochaine, nous allons seulement nous focaliser sur ces établissements. Est-ce que c'est le cas? Bon, on a le ministère avec nous, quand même, le droit de réponse. On parle de 7%, donc les 300 000 sur... En fait, la focalisation sur les 628 établissements a pour premier objectif de tester le modèle. Nous sommes face à un modèle qui est en construction, donc le modèle n'est pas décrit dans les ingrédients de réussite. Tous les ingrédients de réussite, on ne les a pas. On n'a jamais eu, depuis l'école qui réussissait pendant les années 60 et 70, un modèle. Bien sûr, il y a les écoles privées qui quelques-unes peuvent représenter un bon modèle, mais leur mode de gouvernance est différent de ceux du public. Aujourd'hui, on est en train de tester au niveau du public un modèle. S'il réussit au niveau des 628 établissements, on a à ce moment-là tous les moyens pour pouvoir le généraliser. Est-ce que vous pensez, cher Fouad Chafeqi, est-ce que vous pensez sincèrement que vous allez réussir là où beaucoup d'autres ont échoué parce que vous prenez le temps de tester? Et aussi, une autre question, est-ce qu'on a le temps de faire des tests? En fait, on peut revenir à cette question de temps. Il y a plusieurs temps. Il y a le temps court, dans lequel aujourd'hui on a besoin d'avoir un modèle. Abdel Nasser avait raison lorsqu'il parlait des textes de loi qui doivent sortir. Mais on ne peut pas faire sortir des textes de loi s'ils doivent rester sans application parce qu'on n'a pas encore le modèle à mettre en application. Donc il faudra qu'on teste un modèle, qu'on ait des preuves tangibles comme quoi que ce modèle marche, que les ingrédients que nous avons mis dans ce modèle... Quelles sont les preuves tangibles? Les résultats? Les résultats, l'épanouissement. Il faudra qu'il y ait une vraie évaluation de ces écoles qui vont être labellisées, puisque nous visons à ce que l'ensemble des établissements au Maroc... Sur combien de temps? En fait, la question du temps dépend tout d'abord de la réussite de l'expérience des 600. Non, mais c'est-à-dire que quand vous avez mis en place ce modèle pour tester sur les 620 établissements, vous êtes donné une échéance. Dans la feuille de route, on a mis trois conditions de réussite. La première, c'est qu'il faudra qu'on ait une gouvernance qui permet de réussir. Gouvernance au niveau de l'établissement, au niveau de la DP, au niveau de l'académie, au niveau central. Ça, c'est un facteur très important. La deuxième chose, il faudra qu'on ait des acteurs qui sont impliqués. Parents, collectivités territoriales, enseignants. Et la troisième, il faudra qu'on ait les moyens pour pouvoir être au niveau de nos ambitions. Pour les 600, on peut le faire aujourd'hui. On ambitionne d'aller vers 2000 l'année prochaine. On ambitionne d'aller encore plus loin l'année suivante. Donc déjà dans ce mandat gouvernemental, on pourra peut-être arriver à 50% des établissements qui sont labellisés comme des établissements dans lesquels tous les ingrédients de réussite sont là. Si le modèle marche
Et si on arrive à montrer aux Marocains qu'avec les efforts qui sont faits, et là, nous avons comme des pièces de puzzle. C'est-à-dire au bout d'une année scolaire, c'est ça, hein, au bout d'une année scolaire, vous êtes à même de juger, d'évaluer, de dire, bon, cette école, elle a passé le test, on pourra la labelliser, allez, hop, à la seconde, à la prochaine. Parfois moins d'une année. En fait, lorsqu'on suit les élèves, on peut avoir une tendance. S'il y a une tendance au niveau de leurs acquisitions, on peut dire qu'on est sur la bonne voie. Mais s'il y a des fluctuations ou s'il y a des hauts et des bas, on est sûr qu'on est sur un modèle aléatoire. Et là, je pense que faire un suivi et une évaluation permanente, et là, le ministère, il tente d'être accompagné par de bonnes équipes d'évaluation indépendantes, autonomes, extérieures, qui peuvent nous rendre la copie pour nous dire au bout d'une année quel est le résultat et au bout de 2 ans quel est le résultat. Un commentaire, il a Atid. Vous savez, moi, à la base, je suis un diagnostiqueur d'entreprise. J'applique ce raisonnement au niveau micro et au niveau macro. Et je m'inspire d'une technique très chinoise qui a permis aux Chinois de tout fabriquer, the reverse engineering. Tu es anglophone et tu comprends le terme. L'ingénierie inversée. À l'inversé. On a un échec comme une machine. Parce que de toute façon, maintenant, les anglicismes, il faudra s'y habituer. Hein, voilà. Maintenant. Et l'anglais aussi. Bon, après, c'est une autre paire de manches. On a un produit qui a un échec. Je pense qu'on ne risque pas de polémiquer là-dessus. On va le décomposer dans le sens chronologique inversé jusqu'à monter au début des années 80. On a commencé à avoir de sérieux problèmes, même politiques, avec les enseignants. Et on a commencé même à avoir peur des gens intelligents qui savent poser les bonnes questions, analyser et synthétiser. Donc, parmi ces composantes, c'est qu'il y avait un désespoir. Même les gens qui doivent pousser les enfants à aller dans le primaire et après passer au collège, eux-mêmes, ils se disent, de toute façon, il va avoir une licence et il va s'asseoir devant le Parlement, devenir contestataire. Et il n'y a plus l'engagement. Moi, j'ai fait mes études primaires à Ribga jusqu'au 4e année secondaire. Je suis venu 3 ans à Casablanca. Après, je suis rentré à l'ISCAE et croyez-moi, je faisais aucun effort pour réussir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enseignement était solide. Beaucoup de modestie. Et je suis passé 2 ans à McGill, qui est parmi les 5 meilleurs au monde, et je faisais pas non plus un effort à part l'anglais au niveau des phonies. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les professeurs étaient engagés avec très peu de moyens. Nos parents aussi, et nous, on avait un liquide de propulsion, que l'enseignement était un ascenseur social. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Eh bien, non. Pourquoi? Parce que là, vous avez parlé de deux variables de l'équation qui sont très importantes. Ça a été cité dans la feuille de route. Ce sont les parents. Parce que là, on parle d'enseignement, d'éducation, mais l'éducation, ça se passe aussi à la maison. Donc, si on a échoué, si on ne fait plus confiance à ce système éducatif, est-ce que c'est simplement parce que l'école ne remplit plus ses objectifs? Ou que, aussi, les parents ne le font plus? Ou en tout cas, pas autant qu'ils ne le font? Moi, je l'ai toujours dit de façon caricaturelle, que la faculté, par exemple, ce qu'on dit la fac au Maroc, elle est le plus grand opposant au gouvernement. Parce qu'il fabrique des gens qui viennent s'asseoir devant le Parlement, dénigrer le gouvernement sur les social media parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi en adéquation avec la réalité, avec tous ces diplômes qui sont délivrés par les facs. Parce qu'il y a pratiquement entre 2 à 5% des gens qui vont dans les grandes écoles, qui sont élitistes. Donc, moralité. Moi, je trouve que les 3 axes, ils sont définis avec une grande précision par le gouvernement. L'élève, c'est la matière première. L'enseignant. Moi, l'enseignant d'abord, est-ce qu'il est satisfait et motivé avec cette histoire de contractualisation? Moi, je m'inquiète. Pourquoi? Parce que dans les entreprises, quand je diagnostique, le dernier de mes soucis, c'est de détecter les machines qui vont mal. Ça, c'est très facile à réparer. C'est les humains qui traînent, qui sont démotivés, qui sont des saboteurs. Je mets beaucoup de temps pour comprendre dans leur software qu'est-ce qui ne marche pas. Déjà, on sait qu'on a un conflit qui n'est pas encore réglé à 100%. C'est le cas? Est-ce que on est vers la fin de ce conflit? Enfin, oui. Conflit en tout cas, mésentente entre le ministère, je vous reviens à Abdillah Atid, le ministère et les enseignants contractuels. Il n'y a plus d'enseignants contractuels, ce sont des enseignants cadres des académies. Mais Monsieur le ministre, ce matin, dans la conférence de presse, la rentrée scolaire, il a annoncé que dans le statut en perspective, qui est en discussion avec les syndicats, il n'y aura qu'un seul statut pour l'ensemble des corps de l'enseignement au niveau du Maroc. Qui implique qui implique l'intégration de l'ensemble, bien sûr l'abrogation des textes
des cadres des académies et le remplacement par un texte unique qui découle de textes de la fonction publique. Et cela nous éviterait justement les grèves à répétition au sein du corps des enseignants. Je l'espère. Il faudra bien sûr beaucoup de pédagogie pour expliquer aux cadres d'académie que ce statut, il fait partie du passé. Ils feront dans l'avenir corps commun avec les enseignants qui sont fonctionnaires de l'État. Est-ce que vous pensez aussi, puisque vous parlez de pédagogie, que des enseignants qui ont plusieurs années à leur actif sont aussi ouverts à de la pédagogie et à rafraîchir leurs connaissances pour justement les enseignants dispenser cet enseignement innovant, parce qu'il y a beaucoup d'innovation. Je vous reviens. Par essence, le milieu éducatif, milieu de formation, c'est un milieu très stimulant sur le plan intellectuel. Donc je ne pense pas que des gens qui sont dans ce milieu soient des gens... Vous connaissez aussi la réalité. On peut ici aussi, si on est détenteur d'un doctorat et on vient nous dire non, mais on va vous réapprendre à enseigner, on peut mal le prendre. Enfin... Moi, je suis enseignant universitaire, je suis toujours prêt à apprendre. Bon, on espère que votre cas est une généralité. Abdillah, si tu vous laisses peut-être finir sur le troisième axe. Je me sens très rassuré, je vous le dis en toute sincérité intellectuelle. Si vous, Monsieur le ministre, il avait dit ça, passez à l'action. Il faut apaiser. Ils ont souffert énormément. Ils ont été traînés dans la boue, excusez l'expression. Et moi, j'ai fait 10 ans d'enseignement supérieur, je sais de quoi je parle. Si je suis malmené par un doyen ou par un directeur d'une école privée, quand je rentre à la classe, 80% du charme de mon intervention est parti. Pourquoi? Nous sommes des créatures numériques, nous les enseignants. Nous ne sommes pas des créatures physiques. Le soft l'emporte sur le hard. Il faut valoriser les gens. Et les enseignants qui sont habitués à faire des heures supplémentaires, je vois que dans l'analyse du ministère, on parle d'une approche inclusive qui mérite beaucoup d'applaudissements. Et ces gens-là, vous avez dit qu'au niveau de l'axe élève, enseignant, école, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un apport, bien sûr, éducatif, les outils numériques, les approches pédagogiques, mais il y aura une poursuivre de compléter leur scolarité obligatoire et on va attendre les derniers. Moi, j'appelle ça l'approche rugby, parce que si tu veux être une star, il faut aller au football, pas au rugby. Parce que au rugby, le ballon, soit il est latéral, soit il revient en arrière. Et si dans leur analyse, ça veut dire que ça n'a pas été fait à la légère. C'est pas pour jeter des fleurs, vous en méritez d'ailleurs. Il faudra poser la question. Ceux qui, avant, laissaient des trous dans l'enseignement, ils se rattrapaient, ils se faisaient beaucoup d'argent avec les heures supplémentaires. Vous croyez qu'ils vont maintenant, comme tu l'as souligné avec un sourire tout à l'heure, est-ce que du jour au lendemain, ils vont devenir de grands nationalistes, ils vont accepter de jouer le jeu? C'est une question. Et très, très compliqué à répondre, parce que je connais ces milieux pour avoir vécu 10 ans là-dedans. Quelle motivation il va avoir ce professeur de pratiquement toutes les matières se vendent maintenant. Même l'éducation islamique, pour ne pas avoir un zéro, se faire rejeter, parce que c'est une note éliminatoire. Alors, est-ce qu'on a pensé à s'asseoir avec ces gens, trouver un moyen pour récompenser les meilleurs, trouver une motivation? Et vous a posé la question, je pense, Fouad Chaferri, si vous voulez répondre. En fait, là, on commence à rentrer dans le hard, dans les difficultés, les problèmes qui sont posés au sein de la culture de la structure scolaire. Mais je pense que pour le moment, s'il faudra faire une différenciation, c'est celle au niveau des angles d'attaque qui ont été préconisés par le ministère. Dans cette feuille de route, sa dernière mouture, qui remonte à 1 mois et demi, la mouture de déploiement, on a distingué entre 3 catégories d'interventions. Il y a des interventions qui sont appelées des projets intégrés. Et là, je rejoins ce que disait Naji tout à l'heure. Il fallait avoir une vision systémique pour pouvoir agir sur l'éducation. Donc, il y a un programme spécial primaire, un programme spécial préscolaire, un programme spécial secondaire. Et dans ce programme spécial, on s'attaque dans ces programmes intégrés aux principales difficultés qui font face à une évolution du système. Puis il y a un deuxième étage, c'est des projets, mais qui ont pour vocation, ils ne sont pas des projets intégrés, mais qui ont pour vocation d'aider. Par exemple, réhabiliter un établissement scolaire, ça permet d'aider. Avoir un projet d'établissement, ça permet d'aider. Puis il y a des projets plus structurants, sur lesquels on travaille à long terme, comme réviser les programmes scolaires, comme avoir des plans de travail triannuels,
comme avoir des plans d'action pour l'éducation inclusive, qui suppose la mobilisation d'une expertise dont le ministère ne dispose pas. Donc, en voyant ces 3 étages, je pense que les questions qui sont soulevées par Siadila se retrouvent dans l'étage structurant. Et ce sont des questions qu'on va pas tout de suite. Non, on va commencer à les résoudre, mais on va pas se leurrer et dire qu'on va les résoudre tout de suite. Il demande un temps, et un temps, pas le temps d'un gouvernement, pas le temps c'est un temps beaucoup plus lent. Par contre, les programmes intégrés sont des programmes qu'on va mettre en place pendant un temps de gouvernement. Quels sont les besoins pour mettre en place justement ces programmes-là? Quand je parle de besoins de ressources, en l'occurrence. Les besoins en ressources, en fait, la principale condition de réussite par rapport à tout cela, c'est la capacité de mobiliser l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, d'ailleurs, le point de départ de notre discussion, c'était les enseignants, cadres des académies qui se retrouvent à un certain moment comme ils se sentent lésés dans le système éducatif. Il faut lever une certaine injustice vis-à-vis de ses collègues. Si cette injustice est levée, il n'y aura plus de raison pour avoir ces contestations, pour avoir ces journées de grève. Et c'est comme ça qu'on va commencer à enlever ces épines. Et je pense il faudra juste pouvoir les identifier. Il faudra avoir aussi la patience, parce que ce sont des épines qui demandent des moyens également. Rien que la titularisation aujourd'hui des cadres des académies, puisqu'ils ne sont pas titularisés depuis 2016. Ils vont être titularisés, ils vont être promus. La pactole que ça va demander, ça dépasse les 2 milliards de dirhams. Donc, si aujourd'hui le ministère met le paquet pour investir 2 milliards de dirhams pour régulariser la situation de ces cadres d'académie qui vont devenir des cadres statutaires du statut de l'éducation nationale, c'est un investissement. Il faudra qu'on ait un retour de cet investissement par rapport à ce qui se passe dans les classes, à ce qui se passe avec les élèves. Les grognes aussi des cadres pédagogiques qui brandissent déjà... Nous avons 36... le drapeau de la grève aussi, mais pas cadre pédagogique, là je parle des directeurs d'école. Nous avons 36 catégories dans le système éducatif de personnel. Oui. Ça veut dire que bon, ça risque de se répéter sur d'autres catégories aussi. Mais pas que chez les enseignants. Mais quand je parle vraiment de besoins et de ressources, c'est-à-dire que si on veut par exemple généraliser l'anglais, de combien de professeurs d'anglais avons-nous besoin au niveau du Maroc? 4500. 4500 par an. Non, 4000 en tout. En tout. On a une bonne partie qui est déjà là. Il faut... vous savez... faudra juste l'activer. Je vais vous expliquer quelque chose qui va peut-être vous étonner. Lorsqu'on a décrété en 2002 l'enseignement de l'anglais en 3e année du collège, on a commencé à affecter un enseignant d'anglais dans chaque collège. Le plus grand collège que vous avez, dans le plus grand collège, vous avez 10 classes. Mais vous avez des collèges dans lesquels il y a 3 classes, 4 classes. Donc un enseignant avec 4 classes, il a 8 heures d'enseignement d'anglais. Le reste du temps, il le passe comme cadre dans l'administration du collège. Ce cadre, ce prof d'anglais aujourd'hui, je veux le faire sortir de ce travail administratif, parce qu'il y a des administratifs qui peuvent faire le travail d'administration, et le faire retourner à la classe pour travailler ces 24 heures avec 12 classes. Au lieu que ça soit les 3e années, c'est les 3e années, ça peut être les 2e années, ça peut être la première année. Et dans certains collèges, nous avons besoin d'un seul prof d'anglais pour couvrir l'ensemble des classes. Encore faut-il qu'il accepte. Non, mais c'est son temps, son horaire réglementaire. C'est 24 heures par semaine. J'ai vu ça. Très bien. Alors, on va peut-être faire réagir Mohamed Ben Razzour, qui représente les parents d'élèves. Comment avez-vous accueilli ces nouveautés et aussi peut-être un commentaire sur tout ce qui a été développé depuis le début de cette émission. Alors, merci à vous, merci pour votre question. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec monsieur Chaferi, sur lesquels il a bien précisé, mais bien sûr au niveau des statistiques, au niveau du nombre, mais pour nous comme Fédération nationale des parents d'élèves du Maroc, on savait très bien que bien sûr l'amélioration de notre enseignement en général, et plus précisément sur cette année, qui se compose pour nous, pour les parents, sur 3 composants principales: la loi cadre 51-17 et la feuille de route
Et lorsque je dis la feuille de route, je précise sur les 3 composants. L'élève, l'enseignant et l'établissement. Mais apparemment, cette année, qui est tout à fait, bien sûr, nouvelle, 2023-2024, sur lesquelles il y en a, bien sûr, une nouveauté, et il y en a des nouveautés qui sont tout à fait légaux, plus précisément sur l'approfondissement de l'anglais, la langue anglaise et la langue amazigh, ainsi que, bien sûr, les écoles qui sont pionnières, qui vont être réagir cette année, et je n'oublie pas, bien sûr, le statut de l'établissement du corps, bien sûr, éducatif. Alors, d'après la discussion qui a été évoquée dès le début de cette émission, pour nous, on est toujours, on souhaite bien sûr en avant, bon retour pour tout le corps éducatif et bien sûr ainsi que nos élèves. Et lorsque je dis bon retour, avec bien sûr tout ce qui est progressif, tout ce qui est amélioration, tout ce qui est bien sûr avec nouveauté. Parce qu'on savait très bien que la langue amazigh et la langue, bien sûr, l'anglais, sur ces 2 langues qui vont être la base parmi les choses qui vont être améliorées dans cet enseignement, on va voir toujours, bien sûr, au niveau des parents d'élèves, on insiste plus ou moins l'amélioration pour le corps éducatif et l'enseignement en général. Monsieur Chafiqi, bien sûr, il a précisé et bien sûr, il a donné, bien sûr, les actes principaux sur lesquels on va se débrouiller cette année, mais ça n'empêche pas que pour les parents d'élèves, on demande toujours l'amélioration parce qu'on savait très bien que pour que le corps éducatif en général, soit les enseignants ou bien les administratifs, bien sûr les sources humaines administratives sur lesquelles ils se basent pour améliorer l'enseignement et pour bien sûr ne pas oublier bien sûr les programmes ainsi que tout ce qui peut aider à améliorer le niveau d'études pour nos élèves. Deuxième chose, pour les parents d'élèves, bien sûr, on insiste, bien sûr, pour ne pas oublier le côté des écoles privées et plus précisément, bien sûr, le cadre légal qui va être régi, la relation entre les parents et les écoles privées. Alors, ces 2 thèmes-là, qui sont plus ou moins actifs pour la Fédération nationale des parents d'élèves, pour qu'on puisse avoir une amélioration, parce que on savait très bien que notre enseignement a dépassé énormément des étapes. Les étapes qui sont en avant, il était principalement connu, mais maintenant, on est dans la réaction et on savait très bien que la feuille de route 2022-2026, et pour nous, la fédération connaisse que la meilleure méthode et le temps le plus correct pour qu'on puisse aboutir et pour qu'on puisse améliorer l'enseignement en général dans notre pays, elle doit être sur la feuille de route ainsi que le cadre 51-17. Parce que ces 2 composants sur lesquels on se tient d'avoir une amélioration pour que notre niveau d'études ainsi que pour avoir de bonnes réussites, soit au niveau, bien sûr, de la fin de chaque année et bien sûr avec de bons résultats, avec de bonnes notes qui vont enrichir non seulement le corps éducatif, mais aussi les parents d'élèves. Parce que on savait très bien que l'enseignement en général, c'est pas un acte uniquement sur le corps et le ministère de l'Éducation seul, mais avec énormément des intervenants qui devraient accumuler tous chacun de sa propre position pour que nous rend et nous avons bien sûr une amélioration à ce cadre-là. Je n'oublierai pas bien sûr les écoles pionnières qui vont être aussi un symbole et bien sûr une exception sur lesquelles et qui vont être cette année comme pilote
bien sûr. Oui, alors, les 600... vous avez évoqué un point important. Vous pensez quoi de la proposition du ministère de l'Éducation nationale en ce qui concerne les contrats types parce que vous avez parlé justement des écoles privées. Bien sûr, vous savez très bien que, bien sûr, malheureusement, il y avait des contraintes et bien sûr, il y avait des empêchements contre, bien sûr, entre les parents d'élèves et les écoles primaires. C'est pour cela que la Fédération nationale des parents d'élèves insiste avec bien sûr, avec succès pour qu'il y aura, bien sûr, un engagement qui va rejoindre, bien sûr, les relations qui vont être entre les parents d'élèves et, bien sûr, les écoles privées. Parce qu'on savait très bien, il y en avait malheureusement ces dernières années, et plus précisément pendant la période du Covid-19, qui ont, bien sûr, malheureusement, qui a fait face avec énormément de problèmes entre les parents d'élèves et les écoles privées. C'est pour cela que cette année, il y aura bien sûr une relation avec un cahier de charges sur lequel il va être élargir la relation professionnelle entre les parents d'élèves et les écoles privées. Très bien. Et c'est pour cela qu'on insiste que ce document doit être réagir et doit être bien sûr, il faut le signer pour qu'il y aura une relation sur laquelle qui va se baser avec l'amélioration entre la relation entre l'école privée et bien sûr les parents d'élèves. C'est pour cela bien sûr que cette cadre ou bien cet encadrement, cette relation qui va être renouvelable avec bien sûr avec l'accord bien sûr entre les parents d'élèves et les écoles qui va être réagir pour qu'on puisse arriver bien sûr et faire point pour les problèmes ainsi que les embêtements qui se fassent de temps à autre entre les écoles privées et bien sûr qui va être amélioré d'une part ou d'une autre. D'accord, vous avez parlé d'encadrement, donc on parle d'encadrement, on parle de cette loi. Vous avez évoqué tout à l'heure, Sinaji, justement l'application de cette loi et c'est là où le bas blesse. Et on a parlé aussi de priorités. Quelles sont selon vous les priorités de l'application de cette loi ? La première priorité, c'est de transformer la loi en des textes. Donc ça, nous sommes d'accord, parce que dans la loi cadre, il y a un délai à ne pas dépasser 3 ans. 3 ans, c'est déjà dépassé, donc nous sommes hors la loi, normalement. Donc il fallait... En dehors du cadre de la loi. Oui, c'est cela, oui. Voilà. Deuxième priorité, ce sont les dispositifs qui sont stipulés par la loi cadre. Par exemple, le comité permanent des programmes. C'est un comité qui doit veiller à la révision des programmes. Ce n'est pas le ministère qui doit réviser le programme. Aujourd'hui, on a entendu le ministre qui parle de la révision des programmes du collège, mais n'a pas évoqué le comité permanent des programmes comme si c'est le ministère qui va réviser ces programmes. Également, le référentiel des emplois et des compétences. C'est un référentiel qui doit être établi avant de mettre en place un statut pour les enseignants. Aujourd'hui, on parle de statut unifié, mais on ne s'est pas basé sur un référentiel des emplois et des compétences qui est stipulé normalement dans la loi 4. Les priorités en dehors de ça, bien sûr, il y a d'autres éléments qui sont inscrits dans la loi cadre. M. Manzour parlait tout à l'heure du contrat type entre les établissements privés et les parents d'élèves, alors que le choix qui a été fait... Où le ministère, normalement, doit jouer le rôle de médiateur à travers les académies. Etc. Mais le choix qui a été fait dans la loi cadre, c'était de fixer les frais de scolarité dans les établissements privés, chose qui n'a pas été faite. Bien sûr, il y a c'est un peu contradictoire. Est-ce qu'on est une économie libérale ou pas? Enfin... ça, c'est la loi. On parle de loi. Ça, c'est la loi cadre qui a été votée au Parlement. Donc il est passé dans le Conseil de gouvernement. Donc là, cette question de contrat type n'a même pas lieu d'exister
si le ministère venait à plafonner les frais de scolarité dans le privé, selon vous? Oui, je crois que si le ministère venait à plafonner les frais de scolarité, ça va aider les parents d'élèves et ça va aider également l'amélioration et le développement de l'enseignement privé et la concurrence entre les établissements privés, parce que cette fixation des frais de scolarité devrait se faire après catégorisation ou bien classification des établissements de l'enseignement privé sur la base d'un référentiel de qualité. Et d'ailleurs, la loi cadre stipule la mise en place d'un référentiel de qualité. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas ce référentiel de qualité. On parle des écoles pionnières qui devraient améliorer la qualité, se baser sur la qualité, alors qu'on n'a pas de référentiel. Est-ce que vous pensez qu'on aurait dû aussi, ou en parallèle, travailler sur l'application de la loi cadre avant de lancer peut-être ces écoles pionnières? Oui, je le crois et je suis convaincu que tout ce temps passé par le ministère à préparer la feuille de route, à préparer l'expérimentation de choses très importantes qui peuvent aider à améliorer la qualité de l'enseignement, il pouvait en parallèle réfléchir à transformer la loi cadre en texte d'application, en texte législatif. Ce sont deux chantiers qui pouvaient être réalisés en parallèle. Moi, je ne sais pas pourquoi le ministère, jusqu'à aujourd'hui, ne veut pas ouvrir ce chantier très important, parce que ça y va de la légitimité de la réforme. Et de sa continuité aussi, peut-être au-delà du mandat du gouvernement Imaginons que ce gouvernement, lorsqu'il va partir, il va être remplacé par un autre gouvernement, et le ministère de l'Éducation veut changer cette réforme. Tout à fait. Et il a tout le droit de le faire, puisqu'on n'a pas de décret, de texte d'application qui stabilise la réforme. Il fallait stabiliser la réforme avant de parler de mettre en œuvre cette réforme sur le terrain. Il y a d'autres éléments sur lesquels je voulais réagir. Il y a un élément très important qui a été stipulé dans la feuille de route et aujourd'hui présenté par M. le ministre, c'est d'attaquer le volet pédagogique de la réforme. Ça, c'est très important. On ne peut pas améliorer la qualité de l'apprentissage sans s'attaquer à ce volet de la pédagogie. Le ministère veut appliquer ce qu'il appelle l'enseignement explicite. L'enseignement explicite, qui est un enseignement, je dirais, traditionnel, par opposition à l'enseignement moderne, c'est l'enseignement au bon vieux temps. Lorsqu'on a étudié dans l'école marocaine, on suivit cet enseignement explicite. Alors, quel est le motif ou bien la raison de revenir à cet enseignement explicite? La raison, du moins évoquée par le ministère, c'est que les études internationales disent que cet enseignement elle est efficace par rapport à d'autres types d'enseignement. Elle évoque les méta-analyses qui ont été faites pour démontrer que ce type d'enseignement elle est plus efficace que les autres types d'enseignement. Alors, ce qu'il ne se dit pas, c'est que ces méta-analyses elles étaient réalisées sur des contextes, d'abord différents contextes marocains. Est-ce que ça a été fait au Maroc, en fait, déjà, avec les spécificités qu'on connaît de notre pays? Deuxièmement, c'est un contexte d'écoles défavorisées, d'écoles, je dirais même que c'est l'enseignement des pauvres. Vous parlez de quel pays? La pédagogie des pauvres. Vous parlez de quel pays en particulier? Non, on ne parle pas de pays, on parle de contexte de réalisation de ces études. Parce que l'origine de l'étude de départ, c'était ce qu'on appelait le programme Follow-Through, qui était réalisé aux États-Unis pour remédier aux lacunes d'apprentissage dans ce pays. Mais
L'échantillonnage d'études, c'était sur des écoles et sur des élèves qui sont défavorisés, qui ont des problèmes d'apprentissage. Et de là, c'est un peu le cas aujourd'hui de c'est un peu le l'école cas, publique marocaine. mais maintenant, on va appliquer Oui. l'enseignement explicite à tous les élèves, que ce soit des élèves qui ont des problèmes d'apprentissage ou les élèves qui n'ont pas de problème d'apprentissage. Alors que l'enseignement moderne, basé sur le constructivisme ou le socio-constructivisme, ce sont des méthodes pédagogiques qui visent les compétences hautes. Et ces compétences hautes ne peuvent pas, à mon avis, être réalisées, être atteintes par ce type de pédagogie qui est l'enseignement explicite ou le direct instructions pour les Anglais. D'accord. Je voudrais juste faire réagir peut-être un dernier tour de table parce que malheureusement, le temps de l'émission est presque écoulé. Si vous avez peut-être un... Moi, je pense que le débat que soulève Synagy a toutes ses raisons pour qu'il soit poursuivi. C'est un débat de spécialistes. Construire des compétences hautes, des compétences, par exemple, d'analyse, de synthèse, suppose que les compétences bases soient déjà acquises. Comme je disais tout à l'heure, dans ces écoles labellisées, ou ce modèle de nouvelle école marocaine, ce qui est très important, c'est que nous avons un puzzle dans lequel il y a plusieurs interventions. Aujourd'hui, on essaie une approche. On va mesurer l'impact de cette approche. Si cette approche s'avère importante pour réduire ce gap entre ce qui est souhaité et ce qui existe, on la poursuit. Mais sinon, on aura toute la latitude à changer d'approche, mais la mettre dans l'ensemble de ce... Au fur et à mesure. Tout à fait. Très bien. Un dernier mot, Abdillah Atid. Pour la conduite de changement, le grand public, lui, il n'est pas dans le moyen et long terme. Il veut des choses très rapidement. C'est pourquoi nous, on conseille aux gens qui travaillent avec nous dans la conduite du changement, livrer des choses très petites, mais continuer dans le temps, de façon rapide, parce que ça devient rassurant. Régler le problème avec le véhicule qui va transmettre toute votre politique, qui sont les enseignants. Utilisez les médias à bon escient pour dire, cette fois-ci, c'est la bonne, mais vous n'avez pas le droit de vous tromper cette fois-ci, parce que si vous décevez cette fois-ci, c'est le bankrupt, la faillite du système. Et commencer par la propreté des écoles et les manuels scolaires doivent être stabilisés. On les change comme je change de chaussette, je n'ai jamais compris pourquoi. Et après, on entend ce sont les mêmes qui ont le monopole. S'il vous plaît, ne travaillez pas autour des problèmes, travaillez sur les problèmes. Merci beaucoup. Merci Abdillah Atid. Merci à vous également, Abnasser Naji. Merci d'avoir participé à ce débat et de l'avoir enrichi surtout. Merci à vous également, Mohamed Ben Razzouk, vice-président de la Fédération des parents d'élèves. Merci d'avoir été avec nous depuis Fès ce soir. Merci à vous bien sûr. Et j'espère que cette année sera une année pour la rentrée scolaire. Inch'Allah, plein succès à tous nos élèves. Et bon, cet enseignement, finalement, il n'est pas si mauvais que cela. D'ailleurs, en témoignent tous les élèves qu'on s'arrache dans les grandes écoles à l'étranger. Aujourd'hui, on peut en être fier. Merci beaucoup à vous également, Fouad Chafiqi. Au plaisir de vous recevoir peut-être sur ce plateau dans quelques mois pour peut-être nous parler des fruits récoltés à travers toutes ces réformes et ces nouveautés. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, je réitère mes vœux de réussite à tous les élèves marocaines et marocains qui ont repris le chemin de l'école. Bonne soirée à tous.